1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode du Dev du jeudi, avec aujourd'hui une journée particulière puisqu'on va parler du RAD Studio X4. Alors je vais partager mon écran. Ok, donc le Dev du jeudi, épisode 12. Je l'ai dit, aujourd'hui, journée particulière, épisode particulier, puisqu'on va parler du Delphi X4 et plus particulièrement du développement iOS natif. D'accord, donc la possibilité de développer des applications pour iOS, donc ça comprend, comment ça s'appelle, iPhone, iPad et iPod Touch. D'accord. Directement à partir du Delphi, on va générer du code natif. Hein, il n'y a pas de runtime, de framework ou quoi que ce soit de ce genre-là. On créera directement une vraie application iOS. Donc on va parler du développement iOS natif, de FireMonkey iOS. On verra les spécificités, ce qu'on a. On verra comment on fait du debug, comment on déploie, comment on utilise le simulateur, ce genre de choses. On parlera de la connexion à une base de données sur iOS, comment embarquer une base de données. On verra comment on se connecte à la Snap et puis toute une série d'autres choses, ne serait-ce que sur la partie graphique et FireMonkey, il y a pas mal de choses à dire et à montrer. Les nouveautés, donc comme d'habitude, un petit moment sur les dernières nouveautés et les dernières choses qui sont valables. Je rappelle donc bien entendu le RAD Studio X4 est dorénavant disponible. Ça commence à faire un petit moment maintenant. J'envoie les liens à tout le monde. Hop. Et donc la principale nouveauté du RAD Studio X4, c'est la possibilité donc d'avoir de faire du développement pour iOS directement à partir de Delphi. J'insiste bien, c'est spécifiquement à partir de Delphi, d'accord. C'est pas prévu pour le moment c'est pas intégré pour le moment dans la version dans C++ Builder, ça le sera d'ici la fin de l'année. Mais pour le moment, vous ne l'avez que sur la partie Delphi et pas sur la partie C++ Builder. Donc c'est du vrai code natif et c'est la principale évolution, la grosse évolution qu'on a dans la version du RAD Studio X4. Les offres en cours, on en avait déjà parlé. Il y avait une offre qui était valable jusqu'au 22 et en l'occurrence, cette offre a été prolongée jusqu'au 28 juin, jusqu'au fin juin en fait. Mais je précise le 28 juin parce que c'est le vendredi en fait, d'accord. Donc si vous voulez passer des commandes, ça faudra le faire avant le vendredi le plus tard. Donc si vous achetez une nouvelle version ou une mise à jour d'un Delphi, d'un RAD Studio, d'un C++ Builder, vous avez possibilité de bénéficier de 10% de remise automatiquement si vous achetez. Donc la page française n'est pas à jour en l'occurrence, il y a toujours marqué 22 mai, et c'est bien jusque fin juin. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ou autres là-dessus. Autre évolution, c'est l'arrivée de FireDAC. Pareil, ça fait un petit moment aussi. Donc FireDAC, c'est ce qui va me permettre d'accéder aux données, d'accéder aux différentes bases de données. C'est ce que vous allez pouvoir utiliser également sur iOS pour pouvoir vous connecter aux bases de données. On peut aussi utiliser DBExpress, mais vous pouvez utiliser aussi FireDAC.
Voilà, donc c'est la partie des composants qui vont vous permettre de bénéficier d'accès aux données FireDAC, toutes les bases de données du marché. Vous avez possibilité de récupérer une version de FireDAC, je vous envoie le lien à tous. Ça c'est la version X3 par contre. Il y a une autre version que vous allez pouvoir trouver là. Hop. Allez. Parler du reste en attendant. Je change la page. Dernière nouveauté, enfin dernière offre en cours, c'est la possibilité, si vous avez HTML5 Builder, de bénéficier d'une version light de la Platinum Grid. La Platinum Grid, c'est une grille qui est faite par Geomitech. Donc c'est une grille pour HTML5 Builder. Donc pour pouvoir avoir ce genre de grille où on a toute une série de fonctionnalités beaucoup plus évoluées que ce qu'on a en standard dans le HTML5 Builder. Donc vous avez droit à une version light de la Platinum Grid. C'est qu'il est là, est-ce qu'il a fini? Ok. Donc si vous voulez récupérer FireDAC, si vous êtes en X4, je vous avais envoyé un premier lien, mais c'était pour la X3. Si vous êtes en X4, en version entreprise minimum, donc ou alors en RAD Studio, non, en version entreprise minimum aussi, tout à fait, pour le RAD Studio aussi. Vous allez pouvoir le récupérer sur le lien que je viens de vous envoyer. Ok, et pour la Platinum Grid, hop. Pour la Platinum Grid, si vous avez HTML5 Builder, vous pouvez la récupérer voilà, sur le lien que je viens de vous envoyer à l'instant. Ok, c'est terminé pour les offres en cours et ce que l'on a pour le moment comme offre. On va passer sur le RAD Studio X4. Avant de commencer, je vais juste répondre aux questions. J'ai vu qu'il y a des questions sur les différents points, les offres et ce genre de choses, donc je vais y répondre. Alors, hop, plusieurs personnes qui disent bonjour, donc bonjour à tous. Je n'ai pas pu voir la dernière session, épisode 11. Est-ce qu'il y a un lien pour voir la vidéo? Donc oui, comme à chaque fois, youtube.com/le dev du jeudi. Donc si vous allez sur le lien que j'envoie ici, youtube.com/le dev du jeudi, vous verrez, il y a bien les épisodes 11 qui sont là. Alors, ensuite, autre question. Je viens de prendre C++ Builder. Aurais-je l'évolution vers iOS gratuit?
Vous venez de prendre... D'accord, donc si vous avez C++ Builder, vous n'avez pas la partie iOS. Je ne sais pas dire s'il y aura quelque chose pour les gens qui seront en C++ Builder ISO4. Il y aura très certainement quelque chose de particulier. Je ne sais pas dire au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce sera gratuit, est-ce que ce sera payant, combien. Je sais pas du tout ce genre d'informations. Ce que je sais, c'est que avant la fin de l'année, il y aura la partie iOS sur C++ Builder. Comment ça sera packagé, comment ça se présentera pour les gens qui seront déjà en ISO4 ou autre, je sais pas. Donc je sais pas vous dire pour le moment, malheureusement. Bonjour, je suis en Delphi X4 Trial. Comment puis-je tester FireDAC? Donc je vous ai donné les liens pour récupérer FireDAC, donc il n'y a pas de problème. Alors, pas Builder, pardon, X4 Entreprise. Oui, mais c'est C++ Builder, X4 Entreprise, je suppose. Parce que si vous êtes en Delphi X4 Entreprise, vous l'avez automatiquement. Donc, je suppose que c'est C++ Builder. FireDAC fonctionne-t-il en version Deval? Alors, oui. Par contre, ce qui ne marchera pas, c'est pour la partie... sur la X4, en tout cas, oui, ça va fonctionner. Par contre, pour la partie interbase, si vous n'avez pas une vraie version d'interbase, ce genre de choses, ça ne fonctionnera pas. Mais sinon, sur d'autres bases de données, oui, ça pourra fonctionner. X4 a-t-il un nouveau compilateur? Donc oui, tout à fait. Dans X4, il y a un nouveau compilateur. C'est ce qui nous permet notamment justement de pouvoir compiler pour iOS, donc pour les processeurs ARM et pas que les processeurs Intel, comme c'était le cas dans la X3. On ne pouvait compiler que pour les processeurs Intel, donc du coup Windows et macOS. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle version du compilateur, tout à fait un nouveau compilateur qui prend en charge une série de nouvelles choses. Voilà, ça avait été déjà annoncé, ce nouveau compilateur, et donc il y a déjà une partie qui a été intégrée pour Delphi en tout cas. Ok, pas d'autres questions. On va donc revenir au RAD Studio X4. Donc je le rappelle, aujourd'hui dans la X4, vous avez la possibilité de faire du développement mobile pour iOS. C'est valable dans les versions entreprise minimum, donc si c'est valable que sur Delphi déjà, donc c'est valable si vous êtes en Delphi X4 entreprise. Si vous êtes en Delphi X4 Pro, vous n'aurez pas cette fonctionnalité, d'accord? Cette fonctionnalité sera présente qu'en Delphi X4 entreprise. Ou alors, si vous avez acheté le bundle RAD Studio, le bundle complet, ça sera valable également à partir de la version Pro. Donc soit vous avez le RAD Studio Pro, et dans ce cas-là, vous aurez la partie mobile. Soit vous avez que le Delphi, dans ce cas-là, il faut que vous soyez automatiquement en version entreprise minimum. Donc on l'a dit, et c'est le sujet de cette journée, la principale nouveauté, développement mobile iOS. J'insiste bien sur le fait qu'on fait une vraie application native. Ceux qui ont pu jouer avec le développement iOS en X2 avaient vu qu'il y avait quand même des particularités, d'accord? On générait du code, on reprenait ce code, on a intégré ça avec FreePascal sur un Mac et ainsi de suite. C'est plus du tout le cas, hein, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, on va générer directement à partir du Delphi l'application, d'accord, et on va compiler directement l'application. C'est bien Delphi qui compile, il n'y a plus besoin de FreePascal, et du coup, on va voir qu'il y a beaucoup plus de choses, on va beaucoup plus loin, et il y a beaucoup plus d'évolutions qui sont prévues. Ça n'empêche pas qu'à partir du moment où vous allez vouloir faire du développement pour iOS, il va y avoir certaines contraintes. D'accord? Ces contraintes, elles sont liées à Apple, qui nous impose différentes choses. Donc avant de se pencher sur le RAD Studio X4, pardon, on va se pencher sur notre Mac, en fait, et sur ce qu'on va avoir besoin sur notre Mac. D'accord? Parce qu'en l'occurrence, de toute manière, il va vous falloir un Mac. D'accord? Donc ici, j'ai une autre machine, un Mac qui est connecté. Et je vais pouvoir ici installer ce qu'il faut et paramétrer mon environnement pour pouvoir utiliser le RAD Studio X4 et pour pouvoir notamment faire du debug, générer mes applications et tout ça.
Pourquoi il faut un Mac? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il faut savoir que le simulateur iOS ne peut être exécuté que sur un Mac. D'accord? Vu les règles qu'impose Apple, le simulateur iOS ne peut pas être exécuté ailleurs que sur un Mac. Donc déjà pour l'exécution du simulateur, il vous faudra de toute manière un Mac. Ensuite, quand vous voudrez déployer sur votre téléphone ou déployer sur l'Apple Store et ainsi de suite, on en parlera plus spécifiquement cet après-midi, il vous faudra de toute manière un Mac, il vous faudra un Mac pour pouvoir générer tout, pour récupérer les fichiers licences et tout ça, ainsi de suite. D'accord? Donc de toute manière, vous n'aurez pas le choix, et dès que vous voudrez de toute manière après déployer votre application sur l'Apple Store, puisque vous serez obligé de passer par l'Apple Store, il vous faudra obligatoirement un Mac. Donc dans tous les cas, à partir du moment où vous voulez faire du développement pour iOS, il vous faudra obligatoirement un Mac. Première des choses, il faut savoir que la version de Mac, au minimum, ça sera Lion. Donc c'est la 10.8 si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. D'accord, donc pas de version antérieure à Lion. Ensuite, quand vous serez sur votre Mac, il va falloir installer sur votre machine Xcode. D'accord, c'est ce qui nous permettra de générer en fait l'application, d'exécuter le simulateur, de le déployer sur le device et tout ça. Donc pour ça, il va vous falloir installer Xcode. Quand vous êtes sur votre Mac, alors vous pouvez le récupérer, ça a changé depuis Lion justement, donc avant c'était pas le cas, il fallait d'abord avoir forcément le compte développeur, mais on va voir que de toute manière il vous le faudra. Aujourd'hui, pour pouvoir installer Xcode, il ne vous faut pas forcément un compte développeur. Il faut que sur votre Mac, vous alliez donc dans votre barre d'outils, dans votre dock, vous avez ici l'Apple Store, d'accord? Donc vous lancez pour accéder à l'Apple Store. Ça c'est l'Apple Store Mac, qui n'a rien à voir avec l'Apple Store iOS. Hein. Il y a un iOS Apple Store, et puis il y a un Apple Store pour les applications sur Mac. Et ici, si vous cherchez Xcode, vous allez voir ici Xcode développeur. D'accord? Donc vous allez devoir, c'est gratuit, récupérer cette version d'Xcode, d'accord, et l'installer sur votre Mac. Ok, donc on va pas le faire, c'est un petit peu long, mais ça a déjà été fait sur cette machine. Ce qui va vous permettre ensuite de retrouver, il faut juste que je retrouve à quel endroit il m'a mis ça déjà. Où c'est qui m'a mis ça déjà? Il est là, voilà, dans l'application. Donc en fait, on va le retrouver également là. Je cherchais à chaque fois. Hop, on va le trouver ici. Voilà. Donc si je lance Xcode, ok, il est en train de se lancer.
Donc voilà, ça me permet d'avoir l'environnement de développement. Hein. Normalement, c'est ici que je vais pouvoir faire du développement voilà, en utilisant les outils Apple, d'accord, pour pouvoir faire du développement pour iOS, même pour OS X en fait. D'accord. Donc Xcode est bien installé, c'est également ce qui me permettra d'avoir le simulateur et tout ça. D'accord. Xcode est bien installé sur mon poste. Donc ça, c'est la première des choses qu'il va falloir que je fasse sur mon poste, sur mon Mac, c'est d'installer Xcode. D'accord. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être enregistré. D'accord. Vous pouvez aller directement dans l'Apple Store, on l'a vu, et récupérer Xcode et installer Xcode. La deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est pouvoir paramétrer pour pouvoir travailler avec votre environnement. On est d'accord que de ce côté, j'ai mon Mac et ici, j'ai mon poste Windows sur lequel il y a mon IDE qui va tourner. Si on regarde dans les répertoires où est installé mon RAD Studio, donc dans C, Programme File, Embarcadero, RAD Studio 11.0, ici j'ai un répertoire pas serveur, plateforme assistant serveur. Je vais retrouver un RAD pas serveur x4.pkg, d'accord, un package que je vais devoir transférer sur mon Mac pour installer sur mon Mac le plateforme assistant serveur qui va me permettre tout simplement d'avoir sur mon Mac le plateforme assistant serveur qui me permet de faire du debug à distance, de lancer le simulateur et ainsi de suite. Donc je transfère ça sur mon Mac, le package, j'installe ça sur mon Mac, ce qui va me permettre, une fois que c'est installé, contrairement à la X2, encore une fois, on va le retrouver cette fois directement dans l'application, ce n'était pas le cas avant. Et je vais retrouver ici un répertoire, un icône, pardon. On voit ici, qui est ici RAD PA Server X4, d'accord, donc qui est directement pour le X4. Quand je le lance, je tombe sur une fenêtre terminale dans laquelle on me demande de mettre un mot de passe si jamais je veux mettre un mot de passe. Ici, je ne vais pas mettre de mot de passe. Ok. Je me suis déjà logué une première fois en tant qu'administrateur, donc il ne me redemande pas le mot de passe, sinon il vous ouvrirait la fenêtre de login en fait pour pouvoir préciser votre mot de passe administrateur. Et mon plateforme assistant serveur est lancé sur mon Mac. D'accord? Donc on rappelle, on installe Xcode. Ensuite, on installe le plateforme assistant serveur pour X4. Hein, c'est pas le même que pour celui qui existait pour X3 ou pour X2. Pensez bien installer le bon qu'on a récupéré encore une fois dans le répertoire C, Programme File, Embarcadero, RAD Studio 11.0, pas serveur. Une fois que j'ai fait ça, je suis prêt pour commencer à travailler et faire du développement mobile. Ne serait-ce que pour utiliser le simulateur ou ce genre de choses. On verra après que donc, lorsque je vais vouloir publier sur un device, sur l'Apple Store et tout ça, il faudra que je m'enregistre aussi auprès d'Apple et ainsi de suite. Ok. Donc on va laisser de côté pour l'instant le Mac, on reviendra dessus après. Et on va revenir sur Windows dans notre environnement Delphi. Déjà très important, vous pouvez remarquer à partir du moment où je lance le RAD Studio X4, vous remarquez au milieu quand j'ai toute une série d'images et de liens en fait. N'hésitez pas à aller voir tous ces liens, c'est très important, notamment le premier dans lequel vous aurez une vidéo en fait qui va vous préciser comment configurer votre environnement, d'accord, donc notamment les étapes qu'on a vues, on en verra d'autres, et également toute une série d'applications et d'exemples d'applications de ce qu'on peut faire sur iOS, d'accord. À chaque fois, vous avez, voilà, par exemple ici, feuille de partage iOS. Vous pouvez ouvrir le projet qui est ici, d'accord, ou regarder la vidéo directement. Donc à chaque fois, il y a une vidéo qui explique comment c'est fait, et une démo d'exemple qui est fournie, d'accord. Les démos, en fait, tous les liens vers les démos, c'est tout simplement ce qu'on va retrouver dans tous les programmes
Embarcadero Rad Studio X4, exemple. Et ici, je vais avoir iOS Code Snippet. D'accord? Il y a toute une série de démos qui existent ici, qui vont m'expliquer comment accéder à la caméra, l'accéléromètre, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à aller voir, à chaque fois il y a tous les codes et tout ça. Donc c'est très bien fourni et il y a vraiment tous les exemples possibles et imaginables. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus. De la même manière, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour configurer votre environnement. Autre nouveauté, donc à partir du moment où je veux créer une nouvelle application, fichier nouveau, on va faire autre là. Donc dans projet Delphi, je vais voir que je vais trouver application mobile FireMonkey. D'accord? Je rappelle que maintenant c'est regroupé sur un seul, pareil pour les applications de bureau, que ce soit la partie HD ou 3D, on verra après qu'on peut préciser. Mais c'est regroupé sur un seul et même icône. Avant, il pouvait y avoir deux icônes, hein, application de bureau HD, 3D, application mobile HD, 3D sur la X2. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul bouton, qu'un seul choix. Ok, donc ici, je vais pouvoir choisir de développer une application mobile FireMonkey. À partir du moment où je sélectionne ça, je vais tomber sur un wizard qui va me proposer différentes choses. De sélectionner un type d'application. En fait, il y a toute une série d'écrans d'exemples qui existent, qui ont été créés, d'accord, pour pouvoir nous faciliter la vie. D'accord, donc une application 3D, une application avec un en-tête et un pied de page. En-tête et un pied de page et une navigation, un écran maître détail pour tablette, pour téléphone, des pages avec des onglets avec navigation, d'accord, ou une application vide directement. Donc encore une fois, beaucoup de choix dans le type d'application qu'on va pouvoir créer. C'est tout simplement pour nous faciliter la vie avec des choses déjà toutes faites. Donc application vide, on va partir sur une application vide pour le moment. Et dès que je vais faire OK, ce qui est intéressant également, c'est que je vais tomber sur un lien qui va me préciser toute une série d'étapes. Encore une fois, c'est très bien fait, ça a été traduit en français, donc n'hésitez pas à aller voir. Je peux vous envoyer le lien. Voilà. Il y a toutes les étapes, on le voit bien. Installation de Xcode, des outils en ligne de commande, de plateforme assistante, n'hésitez pas à aller voir ça, on reviendra sur les différentes étapes justement. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça, mais tout a bien déjà été prévu et tout est expliqué, donc c'est vraiment très simple de ce côté-là. À chaque fois, vous avez toutes les explications. On reviendra là-dessus, on va revenir là-dessus. Si vous fermez cette fenêtre, que vous avez besoin de revenir sur cette fenêtre, très simple, vous allez sur Aide, et dans Aide, vous avez Expert Aide Mobile. Vous recliquez, vous retombez directement sur cette fenêtre. Mais dès que vous allez créer une nouvelle application de toute manière mobile, automatiquement, la fenêtre apparaîtra. Je suis sur mon application et je vais pouvoir créer mon application directement. Je vais aller enregistrer mon application. Ok. Pardon. Je tombe donc sur ma première fenêtre, d'accord, comme lorsque je le fais dans une application FireMonkey, hein, classique. Si ce n'est que je peux remarquer que ma fenêtre a un contour particulier, d'accord, ça représente un iPhone, mais en l'occurrence, ma fenêtre est bien ici. Tout simplement ici, j'ai une liste de périphériques qui sont proposés. Si je prends iPad par exemple, on voit bien que j'ai une taille d'écran qui est beaucoup plus grande pour ma fenêtre. Je pourrais avoir iPhone 5 qui est plus grand que la partie iPhone classique, d'accord. Ou je peux également aller dans périphériques personnalisés, et dans ce cas-là, je vais définir moi-même les dimensions de l'écran que je souhaite avoir. D'accord? Donc, je choisis ici dans la liste, mais en l'occurrence,
ça ne représente, et l'impact, c'est simplement une taille d'écran, d'accord? La seule différence, elle est dans la taille de l'écran. Il n'y a pas d'autre changement que la taille de l'écran, en fait. Donc je suis sur ma fenêtre et je vais pouvoir tout simplement développer directement. Si on regarde ici, on voit bien que je suis bien sur FireMonkey, j'ai bien mes classes F1, mes unités FMX, d'accord, et je suis sur une T-forme classique, j'ai pas de choses particulières, donc je vais développer de la même manière que je développais habituellement lorsque je créais une application FireMonkey. Si je regarde dans les composants, je vais retrouver tous les composants que j'avais l'habitude d'avoir, d'accord. Il y en a quelques-uns qui sont nouveaux, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu, hein, qui sont vraiment spécifiques sur la partie iOS. Et donc je vais utiliser les mêmes composants que j'ai l'habitude d'utiliser, d'accord. Si je prends un edit, si je prends un bouton, très rapidement on voit en fait que mes composants, pardon, ont l'aspect directement, ils vont reprendre l'aspect des composants classiques sur iOS. D'accord? Donc je vais positionner mes composants. Ils ont des propriétés. On verra qu'il y a des choses particulières par contre qui peuvent être utilisées du coup. Et je vais créer mon application de cette manière-là. Quand je veux faire le code, de la même manière, il n'y a pas de changement là-dessus, d'accord? Texte, bonjour, ok. Je vais créer mon application normalement, comme je le ferai habituellement dans FireMonkey. Première des choses, c'est qu'on va voir ici, on a un petit bouton qui va nous permettre de basculer. Parce que vous le savez, qu'on soit sur une tablette ou qu'on soit sur un téléphone, je vais pouvoir justement basculer de portrait en paysage, ainsi de suite, tout simplement en bougeant le téléphone. D'accord? Donc quand je crée mon écran, je vais pouvoir, en cliquant ici, basculer mon téléphone, d'accord, dans toutes les positions possibles, de manière à voir à quoi va ressembler mon écran. Voilà, si je bascule mon téléphone dans une autre position, à quoi ressemblera mon écran. D'accord? Donc à moi à faire attention et à utiliser les alignements ou ce genre de choses pour que quand je suis dans ce sens-là ou quand je bascule mon téléphone, que mon écran reste cohérent. D'accord? Pour ça, il y a des astuces très simples en fait, qui sont tout simplement des choses que j'avais l'habitude d'utiliser en développement standard sur Delphi. Si je prends par exemple, prenons une toolbar par exemple. Voilà, donc j'ai une toolbar ici, d'accord. Hop, on pourrait rajouter mon bouton ici. D'accord, et imaginons que je veuille un bouton avec... on va mettre n'importe quoi pour le moment, peu importe. Je vais avoir un bouton qui va être sur ma partie droite, d'accord. Si je bascule ici, si je mets juste mon bouton comme ça, en fait, si je bascule ici, on voit bien que ça va pas. Ma toolbar, elle est bien alignée comme il faut, tout simplement parce qu'elle a une propriété ALTOP par défaut, d'accord. Elle a un aligne ALTOP, du coup, elle prend bien toute la largeur de mon téléphone quand je bascule portrait en paysage, d'accord. Par contre, mon bouton, lui, il s'aligne pas comme il faut, mais en fait, c'est très simple, tout simplement. Il va falloir utiliser les anchors. Au lieu d'avoir des anchors left et top, je vais prendre top, bien entendu, je vais laisser top, mais je vais faire top et right. Et ça me permet directement ici, maintenant, lorsque je bascule, j'ai bien ma toolbar qui reste comme il faut, ça n'y a pas de problème, juste avec le align top, et mon bouton directement qui va bien s'aligner à droite. D'accord.
Donc j'ai bien mon application. Après on va venir, on va voir au niveau design que du coup on peut faire beaucoup plus de choses. Hein. J'ai bien mon application là où je commençais à créer. On créera plus de choses encore une fois après. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. J'ai créé mon application, je l'ai enregistrée. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir la tester. Si je regarde ici, j'ai la partie plateforme, d'accord. Par défaut, je vais trouver deux nouvelles plateformes, périphérique iOS, simulateur iOS. Je peux, en cliquant avec le bouton droit, si je veux, rajouter Windows 32 bits. D'accord. Ça me permettrait juste, éventuellement, d'accord, si j'enregistre, j'exécute mon application ici, il me crée bien une application Windows, d'accord, ma fenêtre a bien la taille bien définie, si je clique, mon code est bien exécuté. On est d'accord que visuellement parlant, du coup, ça n'a aucun intérêt parce que du coup, je ne reprends pas le style iOS, d'accord, mais ça me permettrait éventuellement, au lieu de lancer tout le temps le simulateur ou ce genre de choses, de pouvoir tester déjà les fonctionnalités de mon application, éventuellement directement sur mon poste Windows. D'accord. Maintenant, très souvent, on va passer directement via le simulateur ou un périphérique. D'accord. Si on regarde sur simulateur ou sur périphérique, en fait, je vais avoir différents choix. Dans le cas du simulateur, je vais avoir possibilité de choisir différents types de simulateurs, d'accord, iPad, iPhone, iPhone 5, même si on va voir directement qu'on pourra le changer également sur le Mac directement. Et dans le cas du périphérique iOS, on aurait possibilité d'exécuter mon application en mode debug directement sur mon device. Donc dans ce cas-là, je prends mon iPhone ou mon iPad, je le branche sur mon Mac et je vais pouvoir faire du debug directement sur mon iPhone branché sur mon Mac. D'accord. Ensuite, j'ai deux autres possibilités. Ad hoc pour générer une application que je vais pouvoir déployer ensuite directement sur d'autres périphériques, d'accord. Ou Apple Store pour pouvoir déployer directement sur l'Apple Store. D'accord. Pour le moment, on va laisser de côté la partie périphérique iOS. On reviendra cet après-midi dessus pour voir ce qu'il faudrait, ce dont on va avoir besoin en plus. Et on va se concentrer sur la partie simulateur. Donc j'ai créé mon application. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir l'exécuter sur mon simulateur iOS. Pour ça, très simplement, je vais faire exécuter. Et automatiquement, puisque je n'ai pas défini de profil sur mon simulateur iOS, il va me demander de créer un profil listant. Un profil listant pourquoi? Un profil listant pour pouvoir se connecter directement sur mon Mac via mon plateforme assistant serveur que j'ai lancé. D'accord? Donc je vais avoir besoin de l'adresse IP de mon Mac, donc ici, hein, dans le menu, dans préférences système. Dans réseau, j'ai bien 192.168.024, j'ai bien l'adresse IP de mon Mac. Mon plateforme assistant serveur y tourne, il n'y a pas de problème, je le laisse tourner, d'accord. Alors, quel est le nom du profil? Donc on va faire profil simulateur iOS, d'accord, je vais faire suivant. Quelle est l'adresse IP de la machine distante? 192.168.024. Quel est le numéro de port? Si jamais j'avais changé le numéro de port, hein, je peux changer le numéro de port sur le plateforme assistant serveur. Ici, en l'occurrence, j'ai laissé le port par défaut, on le voit bien, il est précisé ici, 64.211. Donc je vais utiliser le même port, je pourrais en utiliser un autre, il n'y a pas de problème. Donc c'est bien le port 64.211. Quel est le mot de passe? Quand j'ai lancé tout à l'heure hein, le plateforme assistant serveur, je l'ai dit tout à l'heure, il m'a proposé de taper le mot de passe du profil ou appuyer sur entrée sur aucun mot de passe. Moi j'ai fait entrée, j'ai précisé aucun mot de passe en l'occurrence. D'accord? Donc je ne mets pas de mot de passe. J'ai possibilité ici de tester la connexion. Je vais tester. OK, la connexion est bien ici. Et je vais faire terminer.
Automatiquement, il va compiler mon application et la transférer via le plateforme assistant serveur vers mon Mac directement. Je vais réduire ça. Ici, sur Delphi, il me met compilation terminée. Merci de basculer sur le dispositif, donc sur le profil simulateur iOS. Au passage, on remarque ici que sur la partie simulateur iOS, il m'a bien rattaché le profil simulateur iOS que j'ai créé, d'accord? Maintenant que je l'ai créé, j'aurai plus besoin de le créer par défaut, ce sera le profil qui sera utilisé. Et si je bascule sur mon Mac, j'ai bien mon application qui a été lancée, mon simulateur iOS qui a été lancé. D'accord? Si je clique ici sur mon bouton, j'ai bien mon code qui est exécuté. Bien entendu, j'ai possibilité ici de mettre un point d'arrêt. Pourquoi il me met pas... Pourquoi il me met pas... Tiens, pourquoi il me met le point d'arrêt comme ça? Formation de débugage, ça y est bien. Inclure le symbole débugage distance, ça y est. Ok. Ok. Je sais pas, tiens, marrant, pourquoi il ne me met pas Alors, on va refermer tout ça. C'est pas ça que je voulais. Alors, bon, on reviendra sur la configuration. Je pense que c'est parce qu'il y a une étape de configuration qu'on n'a pas fait, mais pourtant il me semblait qu'elle a été faite. On reviendra dessus après. Ouais. Cet après-midi, si on avait prévu de voir toutes les étapes. Ok, donc juste en lançant directement mon application, il me lance bien mon simulateur et j'ai possibilité de tester mon application directement sur mon simulateur. D'accord? Donc très simplement, hein, je choisis la partie simulateur. Et je vais pouvoir directement ici exécuter. Il y a différents types de simulateurs tout simplement pour les différentes plateformes, iPad, iPhone ou iPhone 5, c'est pas les mêmes tailles de device, d'accord. J'ai également possibilité, hein, quand je suis ici, en fait, directement, donc j'ai mon simulateur iOS qui a été lancé. J'ai possibilité ici dans matériel, dans appareil, on voit bien qu'il m'a lancé l'iPhone, d'accord, de changer, de prendre par exemple l'iPad. Et automatiquement, voilà, il est revenu sur Windows, pardon, hop, je vais retrouver donc mon application. Pourquoi elle ne l'a pas généré sur mon... Bien là, démon 1. D'accord, donc je peux le changer là, ou je peux choisir ici, directement, ici, de lancer le compilateur qui est concerné. D'accord, de manière à ce qu'il le compile pour ce compilateur et qu'il le lance. On a différentes petites choses ensuite qui, donc on le voit pour lancer mon application, il n'y a pas de problème, hein, pour utiliser le simulateur et ça, pas de souci. Après, on va voir que très rapidement, on a différentes choses qui sont spécifiques, d'accord? Si je remarque, quand je ressors de mon application, on voit bien qu'il m'a généré un icône avec le logo FireMonkey, d'accord? On voit bien que l'icône par défaut de l'application est là, et quand je clique, j'ai le splash screen en fait de l'application
qui est par défaut un logo FireMonkey. Donc si je regarde en fait dans projet options, je vais voir dans application. Alors attention encore une fois à la cible, hein, donc est-ce que c'est pour des bugs, est-ce que c'est pour le simulateur, est-ce que c'est pour les périphériques? On a déjà parlé de cette notion de cible, donc bien entendu elle existe également pour iOS et pour FireMonkey, il n'y a pas de changement là-dessus. Je vais trouver tous les icônes, d'accord, toutes les images que je vais pouvoir changer. L'icône de l'application en différents formats, l'image de lancement, le splash screen justement d'attente, et ainsi de suite, d'accord, que ça soit pour iPhone, que ça soit pour iPad. Et j'ai également une option pour préciser quelles sont les orientations que je vais vouloir autoriser. On reviendra là-dessus justement et sur d'autres paramétrages spécifiques. D'accord? Donc il y a déjà ce genre de choses que je vais pouvoir changer très facilement, tout simplement en allant ici. Ensuite, si on regarde dans les composants, on va revenir pour voir d'autres composants après, hein, toute la journée. On va se rendre compte très rapidement qu'il y a toute une série de choses qui sont spécifiques pour le développement mobile et qui seront prises en compte. Notamment sur les champs edit, si je regarde les champs edit, en fait, j'ai une propriété qui existait déjà, en l'occurrence, si vous avez remarqué, sur la version X3, mais qui en l'occurrence n'a aucun impact sur Windows ou sur Mac, c'est la propriété Keyboard Type. Keyboard Type, c'est ce qui va me permettre de définir le clavier qui va apparaître par défaut lorsque je vais être sur ce champ de saisie. D'accord? Donc, quand je mets un composant edit de champ de saisie, ce serait la même chose sur un mémo, par exemple, hein. Je vais pouvoir, grâce au composant, la propriété, pardon, Keyboard Type, donc j'ai différents choix. DKT défaut, dans ce cas-là, c'est le clavier par défaut, avec tout. Email adresse, name, phone pad, number pad and ponctuation, phone pad, et ainsi de suite, URL. On pourrait dire ici phone pad, par exemple. D'accord, donc juste pour les téléphones. Et ici, on pourrait mettre number pad, par exemple, sur le deuxième. Donc ça va me permettre, lorsque je compile et que j'exécute mon application, je vais lui dire de ne plus m'afficher ça, c'est bon, on a compris. Ok, j'ai bien mes deux champs de saisie. Lorsque je clique sur un champ de saisie, ici c'était number phone pad, donc pour le téléphone, d'accord. Donc j'ai bien le plus, l'étoile, le dièse et les chiffres. Et ici c'était juste le clavier numérique, donc j'ai juste le clavier numérique, d'accord. Donc en fonction de ces propriétés, je vais pouvoir définir sur un champ de saisie quel est le clavier qui va pouvoir apparaître. Ok, pardon. Ensuite, on l'a vu, on a mis ici une toolbar, par exemple, d'accord. Encore une fois, on va revenir sur tous les autres composants pour voir ce qu'on pourrait faire, comment on peut utiliser les animations, les effets, ce genre de choses. On a mis un bouton ici. Par contre, c'est vrai que j'ai mis un bouton juste avec un X, par exemple, hein, ou sur autre chose. On sait tous que sur iPhone, sur iPad, on a toute une série de boutons qu'on retrouve, qui sont assez génériques entre toutes les applications, d'accord, selon les opérations que l'on veut faire, selon ce qu'on a envie de faire, ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que dans la X4, il y a toute une série de choses préprogrammées qui ont été prévues. Et si je vais sur un bouton, par exemple, mais ça sera le cas sur plein d'autres composants, en fait, et que je vais regarder la propriété Style Lookup, que je clique ici, je vais voir que j'ai automatiquement toute une série de boutons déjà prévus, d'accord, qui reprennent tout simplement tous les types qui existent avec le développement sur iOS. D'accord, on retrouve tous les boutons standards qu'on a l'habitude d'avoir. D'accord, donc je pourrais, je sais pas, faire un bouton plus, par exemple, là, comme ça. Donc j'ai juste à sélectionner ce style. Automatiquement, mon bouton reprend le style qui va bien. Après, il fonctionne de la même manière, hein.
j'ai toujours mon événement, un bouton, un clic. C'est juste le style du coup. Et automatiquement, j'ai bien ici, lorsque j'exécute mon application, j'ai bien mon bouton qui est pris en compte, d'accord. Par contre, qui fonctionne de la même manière. Quand je clique dessus, il exécute mon code. Automatiquement, hein, si je bascule mon téléphone, on le voit grâce aux alignements, ça me permet d'avoir justement quelque chose qui voilà, a beaucoup plus le look iOS, avec ma toolbar, mon bouton qui s'aligne comme il faut, d'accord, quel que soit le sens dans lequel j'ai tourné mon téléphone ou mon iPad et ainsi de suite. D'accord. Donc assez simplement, en fait, on remarque que directement, il y a vraiment toute une série de choses préprogrammées et prévues qui ont été intégrées. Et il va suffire très souvent de regarder, lorsqu'on va mettre des composants, de regarder style lookup, et on va se rendre compte qu'on a toute une série de choix qui sont prévus. D'accord. On retrouve tous les types de boutons, les labels ou autres, d'accord. Si je suis sur un edit, je vais voir également que même sur les edits, j'ai également des choix particuliers pour avoir, voilà, si je veux un edit de type search edit, automatiquement, j'ai plus qu'à choisir le style Search Edit Box. D'accord. C'est juste Search Edit, pas Search Edit Box. Voilà, j'ai directement le bouton, j'ai directement. Ok. Après, à moi, gérer le code qui va avec, mais automatiquement, au niveau design, voilà, pour les combos, hein, quand on a plusieurs choix, voilà. Directement, je vais avoir possibilité de définir mon style et de prendre un style. Alors soit je mets rien et j'ai le composant classique, standard, d'accord. Pareil pour mon bouton, je ne mets pas de style lookup, je reviens sur mon bouton classique, standard. Sinon je choisis un bouton, add item button, hop, automatiquement j'ai bien mon bouton qui a le style qui m'intéresse et surtout le style iOS. Et c'est très important puisque on en parlera quand on parlera du déploiement sur l'Apple Store. Pour pouvoir déployer vos applications, vous allez être soumis à une série de règles, notamment ergonomiques et visuelles. Et il faudra justement que vous utilisiez très souvent les types de boutons assez classiques et traditionnels quand vous avez des actions qui sont des actions standards qu'on a l'habitude d'utiliser. Ok, on va faire une petite pause, je vais répondre à vos questions si vous en avez, et puis on continuera après, on a encore plein de choses à voir, notamment sur la partie visuelle, on va voir encore plein de choses, cet après-midi on parlera, il y a encore plein de choses, hein, sur la connexion aux données, enfin, voilà, pas mal de choses à voir, comment utiliser les choses spécifiques au téléphone, passer un appel, ce genre de choses par exemple. Voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions ? Alors, question. Sur le simulateur, au lancement de l'application, on peut voir le logo FireMonkey apparaître. On peut supprimer le logo, on peut mettre un autre logo, une forme. D'accord, donc là, on l'a vu, ça. Dans projet options, donc dans application, ici, j'ai, encore une fois, faire attention à la cible. iPhone, iPad, les différentes images qui vont être concernées, qui vont me permettre de créer les applications, mettre les images que je vais vouloir avoir sur les icônes, sur l'image d'attente et ainsi de suite. Comment pourrait-on ajouter un nouveau style à un composant dans Style Lookup dans le cas où iOS changerait le style d'un bouton sans attendre une mise à jour de Delphi? De la même manière qu'on le fait sur FireMonkey, je vous encourage à aller voir l'épisode sur FireMonkey, mais ça va être le même principe. Je clique avec le bouton... Ah non, pas sur la partie iOS. Pardon, alors c'est moi qui dis des bêtises. On l'aura pas avec le bouton droit, donc il va falloir ici venir ici en fait et aller créer votre style tout seul. Donc on l'a pas avec le clic bouton droit sur la partie iOS. Donc vous allez mettre un stylebook, double-cliquer pour créer votre stylebook. Là vous créerez votre style et ça vous permettra après d'avoir le style que vous avez créé et vous n'aurez plus qu'à choisir dans Style Lookup le style qui vous intéresse. Cette solution-là.
D'autres questions? Ok, on va faire une petite pause alors. Pause café, pause pipi, et puis on se retrouve... Ah, il y a une autre question, pardon. Hop. Peut-on paramétrer le délai du splash? Non, ben en fait le splash il apparaît pendant que votre application se charge en fait quoi. Et une fois que votre application est chargée, il disparaît automatiquement. C'est pas un, on ne dit pas il apparaît tant de temps ou ce genre de choses quoi. C'est juste pour faire patienter le temps que votre application se charge quoi, en fait. Pas d'autres questions? Ok, petite pause et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.